Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. Aujourd'hui à notre émission, Pierre Bourgault, polémiste, journaliste, professeur, indépendantiste de la première heure, ancien chef d'un parti politique, le RN, dans les années 60. J'ai rencontré Pierre Bourgault en janvier dernier pour une entrevue dont la diffusion a été retardée par nos émissions spéciales sur le Verglas ou encore par notre aventure à Nagano. J'ai rencontré Pierre Bourgault pour qu'il nous parle de sa carrière, de ses combats. L'idée nous en est venue lorsqu'il a reçu le prix Georges-Émile Lapalme, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec, pour souligner la qualité et le rayonnement de la langue française. Pierre Bourgault, orateur hors pair, n'est pas du genre à faire des concessions sur la qualité de la langue française. Je l'ai rencontré chez lui. Pierre Bourgault, l'État vous a honoré récemment en vous décernant le premier prix, je dirais, Georges-Émile Lapalme. Est-ce que vous diriez que c'est une façon de remercier le vieux guerrier de la part d'une société qui ne l'a pas toujours reconnu à sa juste valeur? Oui et non, parce que les prix du Québec remercient un certain nombre de gens chaque année. Ce sont des prix de fin de carrière. Ce sont des prix qui expriment une certaine reconnaissance de la société envers des scientifiques, des littéraires et des créateurs de toutes sortes. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est le même genre de prix que les autres reçoivent. Mais lorsque vous dites on remet des prix en fin de carrière, comment vous vivez ça, de vous retrouver à une heure où on reçoit des prix de fin de carrière? Je trouve ça parfaitement correct. C'est parce que ces prix-là sont des prix de fin de carrière, mais il y a toutes sortes de prix qui viennent dans la vie. Il y a des prix pour le premier roman, par exemple, des prix de jeune poésie. Ça existe tout le long de la vie, ce genre de reconnaissance-là, de l'État, de la société en général, ou des gens en général. Tandis que les prix du Québec sont faits pour être des prix de fin de carrière. Cela dit, pour moi, ça reste quelque chose d'assez extérieur à ma vie, parce que le vrai prix qu'on reçoit, c'est l'estime des gens. Moi, je n'ai pas besoin du prix du Québec pour être bien dans ma peau. Parce que, à l'âge que j'ai, au statut que j'ai beaucoup de gratification avec les gens. Moi, si je me promène dans la rue, les gens m'arrêtent très souvent me parler, mais ce qu'ils me disent le plus souvent, c'est « merci ». Puis, ils s'en vont, ils disent rien d'autre. Et ça, c'est le prix le plus extraordinaire qu'on puisse recevoir. Parce que on dit toujours qu'être en public, ça peut être agaçant. Les gens nous accostent sans arrêt. On n'a pas de vie privée. C'est pas vrai, ça. C'est vrai jusqu'à un certain point, mais à un certain moment de la vie, et surtout, en tout cas, à ce moment-ci que je vis, pour moi, c'est très, très, très agréable. Mais c'est un moment agréable aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. La vie n'a pas toujours été facile. Et quand je disais qu'on ne vous a pas toujours reconnu à sa juste valeur, il y a eu des périodes. Écoutez, je me souviens, la première fois que je vous ai côtoyé de près, il y avait à vos côtés André Ferretti qui pleurait. Vous sabordiez le RN à ce moment-là. Quand vous regardez tout ça avec le recul, je sais que vous ne voulez pas être un nostalgique, mais qu'est-ce que vous vous dites de cette décision, de cette journée-là? Je dis ce que j'en dis depuis plusieurs années. Je ne sais pas si ça a été une bonne chose ou une erreur. Il y a des jours où je dis que c'était une erreur de faire ça. Il y a des jours où je dis non, c'est ce qu'il fallait faire. Mais ce qui est fait est fait. Mais encore là, vous dites être reconnu en fin de carrière, des moments difficiles et tout ce qu'on voudra. Oui et non. Quand j'étais président du RN, c'était des moments difficiles, c'était très, très dur, mais j'avais terriblement envie de faire ça, d'abord. Et deuxièmement, moi, j'ai été élu 5 fois à la présidence du RN. Ça aussi, c'est gratifiant. On n'a pas besoin d'un prix du Québec pour apprécier ça. Je veux dire, même dans les moments les plus durs, il y a des gratifications. Il y a des moments où on sent qu'on est utile, où on sent que les gens nous aiment. S'ils nous réélisent, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui les émeut dans ce qu'on fait. Donc, moi, les moments difficiles, ça n'a pas été vraiment à cette époque-là, les années 60. C'était extrêmement excitant, c'était exaltant. On est parti de zéro et on a construit quelque chose qui est devenu très, très gros et qui a réussi. Alors ça, c'est très, très, très exaltant. Et on s'y adonnait 15, 20 heures par jour. Et on ne sentait jamais
qu'on pouvait se fatiguer, on ne sentait jamais qu'on ne pouvait pas arriver là où on voulait arriver. Ça n'a pas été ça qui a été dur. Les moments les plus durs, moi, sont entre 68 et 75 à peu près, où là, j'étais beaucoup moins dans l'action, où là, j'avais beaucoup moins de responsabilités, et j'étais dans une situation financière désastreuse. Ça a été très difficile. Mais les années de combat, les premières années de combat, ça a été très dur, mais en même temps extraordinaire. Vous étiez dans une situation difficile parce que vous aviez laissé la place à quelqu'un d'autre. Et je me suis toujours demandé si vous aviez réglé ça en vous-même, votre opposition, par exemple, à René Lévesque, parce qu'en s'abordant le RN à l'époque, vous laissiez le champ libre à René Lévesque, en quelque sorte, et j'ai eu l'impression, parfois, que ce fut très dur pour vous, ça. Absolument pas. Absolument pas. Moi, je suis un réaliste, contrairement à ce que les gens croient. Quand René Lévesque est arrivé dans le portrait comme souverainiste, il était évident qu'il fallait lui laisser la place. C'était l'avis de tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, René Lévesque, d'abord, était déjà ministre. Il avait déjà de l'expérience. C'était l'homme politique le plus populaire du Québec. À côté de lui, nous ne faisions pas le poids, et surtout pas moi. J'ai eu aucune difficulté à l'appeler au moment où il a fondé le MSA et lui dire il faut négocier, il faut se réunir. Ça n'a pas très bien marché. Et comme ça, à la fin, ça a foiré complètement, ben, là, nous avons pris la décision de s'aborder le RN et d'entrer au Parti québécois un par un. Et moi, j'avais dit à M. Lévesque, prenez toute la place, je ne veux pas votre place du tout. Ça ne m'intéressait pas du tout d'être dans ses souliers. Je pensais qu'il était le meilleur homme au meilleur endroit à ce moment-là. Ce qui n'a pas empêché par la suite que nous ayons eu beaucoup de querelles l'un avec l'autre. C'était surtout des querelles idéologiques et des querelles sur des questions de stratégie, des querelles sur des façons de faire les choses. Nous en avons eu à peu près tout le temps que nous avons passé ensemble, et même quand nous n'étions plus ensemble. Mais vous n'avez jamais raté l'occasion, je dirais. Je me souviens quand M. Lévesque avait écrit son livre, je me rappelle, vous avez riposté avec « Attendez que je me rappelle », disait M. Lévesque. Vous avez riposté de façon assez vigoureuse en disant « Moi, je me souviens ». C'est ça. C'était très volontaire, ça, cette réponse-là. Absolument. Je n'essayais, mais en aucune façon de prendre la place de René Lévesque. Mais en même temps, je restais ce que j'avais toujours été, ce que je suis encore aujourd'hui, très critique de l'action de n'importe quel homme ou femme public. Je continue à être exactement dans ce ton-là. Et ce n'était pas du tout par inimitié pour M. Lévesque. C'était le chef de mon parti, c'était le chef des souverainistes. Et je trouvais qu'il ne faisait pas toujours ce qu'il fallait faire pour faire avancer le mouvement ou pour répandre l'idée. Et je le disais. Et je le disais à ma façon, c'est-à-dire de façon assez virulente souvent. Jacques Parizeau, lorsqu'il a écrit son livre, vous a accordé une très grande place dans les étapes, les grandes étapes qui ont conduit à la situation d'aujourd'hui au Québec. Et ça m'amène presque à une question. Qu'est-ce que René Lévesque avait que vous n'avez pas, et qu'est-ce que vous avez que René Lévesque n'avait pas? C'est la première fois qu'on me pose cette question-là. René Lévesque avait d'abord une intelligence remarquable. Mais ça, moi aussi. Alors, de ce point de vue-là, nous nous ressemblons. Mais ce n'est pas une intelligence qui fonctionne de la même façon. Je suis beaucoup plus intellectuel que René Lévesque. Je suis un homme de contemplation et de réflexion beaucoup plus que René Lévesque l'était. Il avait une intelligence extraordinairement pratique et une intelligence qui rejoignait très facilement l'intelligence des gens. Moi, mon intelligence a plus de difficultés à se faire apprécier des gens. Lui avait une intelligence qui était sur la même longueur d'onde que celle des gens. C'est une qualité fantastique. Il avait, évidemment, on le sait tous, un charisme fou. Moi aussi, j'en ai, mais ce n'est pas du tout la même sorte de charisme. Moi, j'ai un charisme qui est extrêmement fort devant des foules. Il avait en partie ça aussi. Mais son charisme jouait beaucoup auprès des individus, très, très près des gens. Alors que moi, je n'ai pas cette qualité-là.
Mais le charisme près des gens, celui le plus fort que j'ai connu, c'est celui de Daniel Johnson père. Daniel Johnson aimait les gens. Il aimait les côtoyer. Il aimait embrasser des bébés. Il avait cette chaleur extraordinaire. Et M. Lévesque en avait beaucoup de cette chaleur-là que moi, je n'ai jamais eue. Je pense que j'étais un meilleur chef de parti que lui. Mais je pense qu'il était un plus grand homme politique que moi. Alors, je pense qu'il vaut mieux être un grand homme politique que mon chef de parti. Donc, c'était à son avantage. Je pense qu'il était très naïf, ce que je ne suis pas. Oui. Il avait une naïveté déconcertante qui lui a fait faire des erreurs épouvantables. Je pense simplement à l'idée qu'il se faisait du Canada anglais. On avait dit que cet homme n'avait pas le sens de l'histoire, qu'il n'avait pas le sens des perspectives, qu'il ne connaissait pas son histoire. Il disait, par exemple, si nous votons oui, ce sera très facile avec le Canada anglais. Le Canada anglais va s'incliner, puis ce sera fini. Il avait oublié que le Canada anglais, c'est le conquérant. Et que le Canada anglais pouvait réagir très violemment si le conquis s'en sortait. Nous avons eu plusieurs discussions là-dessus et il n'y avait rien à faire. Il y avait cette naïveté-là. Et vous, vous n'êtes pas un naïf. Ah, pas du tout. Prenons un exemple. Diriez-vous que vous auriez, vous, été très différent devant Pierre Trudeau, par exemple, si vous Très. aviez été dans les bottes de René Lévesque? Très, très, très. Oui, parce que ça, c'est un défaut qu'il avait aussi. Il réagissait plutôt que de se porter au front. Moi, j'ai toujours cru, je l'ai dit, répété, c'est ce que j'ai fait quand je dirigeais un parti, c'est de jamais laisser l'initiative à l'adversaire, de toujours le forcer à se défendre. Et je l'ai fait, et avec beaucoup de succès. Et M. Lévesque avait tendance à attendre des réactions. Là, vous m'embarquez parce que je suis en train de reprendre toutes les querelles que j'ai eues avec lui. Bien, je vous embarque parce que je veux... nous allons faire une courte pause, mais j'aimerais la vision de Pierre Bourgault, parce que j'aimerais vous entendre sur Jacques Parizeau. J'aimerais vous entendre sur Lucien Bouchard après la pause. Maisonneuve à l'écoute ce soir de Pierre Bourgault. Pierre Bourgault, je vous ai fait parler de René Lévesque, mais aussi beaucoup de vous. Vous avez déjà dit de l'idée de l'indépendance que vous ne verriez pas ça de votre vivant. Avec l'expérience que vous avez vécue avec Jacques Parizeau au référendum de 95, avec Lucien Bouchard aujourd'hui, est-ce que vous dites encore la même chose? Je pense que je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit très certainement, Oui. c'est que je ne savais pas si je le verrais de mon vivant. Et Nuance que ça importante. n'avait pas d'importance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir ça non seulement de leur vivant, mais dans les 3 prochaines années. Je vois ça beaucoup chez les jeunes, ça me fait beaucoup rire. Ils ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, puis ils me disent « Mon Dieu, que c'est long! » Je dis « Bon, attendez, là, vous avez le temps encore. » Je dis Rappelez-vous encore la vos même 20 ans. chose aujourd'hui. Rappelez-vous vos 20 ans. N'aviez-vous pas cette impatience en vous? Non, Non? pas du tout, jamais, jamais, jamais. Moi, quand je me suis embarqué définitivement dans cette bataille-là, je me suis dit, j'y passerai le temps qu'il faudra, tant que j'y croirai. Et puis, bon, ça peut me mener jusqu'à ma mort. Et si ça n'arrive pas de mon vivant, ben tant pis. Après ça ne m'intéresse plus. Ce sont les autres qui sont vivants qui décideront s'ils en veulent ou pas. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à me battre. Hein? Et j'ai toujours constaté que les victoires étaient parfaitement insignifiantes et ne duraient pas longtemps, quelles qu'elles soient. Hein? Une victoire, c'est quoi? On ferait l'indépendance demain matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail commence. Ça veut dire que il faut se lancer dans une entreprise gigantesque, qui est bien plus grande que toutes celles que nous avons faites depuis 30 ou 40 ans. Donc, la victoire, à supposer que M. Bouchard soit premier ministre et que le Québec devienne indépendant demain matin, il va probablement descendre dans la rue avec les gens puis prendre un verre ce soir-là. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, comme premier ministre, le lendemain matin? Là, c'est la job. Donc, pour lui, la victoire aura duré quelques instants. Et c'est pour ça que moi, la victoire, ben, j'aime mieux gagner que perdre, mais ça me laisse en même temps assez indifférent. Je suis bien dans ma peau quand je fais ce que j'ai envie de faire et ce que je dois faire, et c'est à peu près ce que j'ai fait toute ma vie. Aujourd'hui, je suis toujours bien dans ma peau. Je continue à dire et à faire ce que je crois, et advienne que pourra.
Vous aviez commencé à parler tantôt de Daniel Johnson. On a parlé de René Lévesque. De Parizeau, que dites-vous aujourd'hui de Jacques Parizeau? La même chose que ce que j'ai toujours dit. Moi, j'ai connu Jacques Parizeau il y a très longtemps, je l'ai connu au Parti québécois. Nous avons toujours été proches, idéologiquement. Nous avons toujours été sur les mêmes longueurs d'onde. Au moment du Parti québécois, où René Lévesque refusait systématiquement les gens du RIN, où il était très agressif, pas seulement envers moi, envers tous ceux qui étaient du RIN, M. Parizeau rappelait toujours à M. Lévesque une chance que les gens du RIN sont là. Nous avons toujours été proches de cette façon-là. Même, il y avait des anecdotes assez drôles. M. Parizeau a toujours cette allure de grand bourgeois qui réussissait à bien passer les messages difficiles. Nous avons fait des assemblées publiques ensemble. Alors, avant d'arriver, il disait « As-tu quelque chose d'effrayant à faire passer? » Je disais « Oui. » Il dit « Laisse-moi ça. » Il dit « Moi, avec mon bon visage, ça va passer. » Il dit « Fais des choses moins radicales. » Et au moment où il est devenu indépendantiste, ça n'a jamais varié. Il n'a jamais douté, un peu comme moi. Et c'est ce qu'il a porté jusqu'au dernier référendum. Et on l'a vu quand il a été premier ministre, il ne doutait pas non plus. Il s'en allait là. Il n'y avait pas de tergiversation. Il n'y avait pas de nuances inutiles. Tout ça était d'une clarté absolue. Ce qui fait que nous avons toujours eu de très bons rapports. Et de Lucien Bouchard? Ben, Lucien Bouchard, je ne le connais pas personnellement. Je l'ai rencontré peut-être 5 minutes dans ma vie. Mais je le regarde faire depuis qu'il est sur la scène publique. Et je dirais que c'est un chef de guerre. C'est-à-dire que dans les grands moments, les moments difficiles, les moments de crise, il donne son meilleur. Il devient très calme, très raisonnable. Il voit bien une situation et sait bien l'interpréter et sait bien s'en servir. Ce qui est assez rare. En dehors des crises, je pense que c'est un bon chef, mais peut-être il n'a pas la force qu'il a comme en temps de crise. Les exemples qu'on peut donner à l'extérieur de nous, Churchill, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un chef de guerre redoutable, absolument extraordinaire, et tout de suite après la guerre, on a vu qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour être un chef en temps de paix. Le général de Gaulle avait les deux. C'était évidemment un grand chef de guerre, mais en temps de paix, il avait aussi des qualités. Mais en fait, c'était des qualités de chef de guerre qu'il transportait en temps de paix. Mais Lucien Bouchard est vraiment un chef de guerre. Mais est-ce que j'aurais presque le goût de vous dire, Pierre Bourgault, que vous ressemblez plus à ce moment-là, ou que Lucien Bouchard vous ressemble plus que René Lévesque, en ce sens que vous donnez l'impression d'être un homme plus un chef de guerre qu'un chef de paix? Oui, il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous ne nous ressemblons pas, ça c'est certain. Mais moi aussi, je suis un chef de guerre. C'est-à-dire que, même dans ma vie privée, quand arrive une situation de crise, un drame, n'importe quoi, je deviens d'un calme absolu. Je ne panique jamais, je vois les choses, je peux me porter à l'action assez rapidement ou engager des gens dans l'action assez rapidement. Je pense que je suis beaucoup moins bon en temps de paix. Vous avez, je dirais presque, réorienté votre vie en parlant moins. Vous parlez bien sûr à la télévision, mais en écrivant peut-être plus. Vous avez même publié des maximes, doux amers. Et dans une de ces maximes, vous dites, on parle pour parler, on écrit pour penser. Est-ce une façon de renier tout votre passé d'homme de parole? Absolument pas. C'est-à-dire que l'écriture permet de réfléchir beaucoup plus profondément, permet d'organiser son discours beaucoup plus solidement. Tandis que si on parle en improvisant, bon, c'est plein de scories, c'est plein de choses moins intéressantes, c'est plein de points de suspension, c'est plein de parenthèses et tout. Cela dit, moi qui n'écrivais pas mes discours, je les ai toujours préparés avec beaucoup de soin. Comment? En écrivant, en prenant des notes, en organisant le discours, en faisant un plan. Tout ça est écrit. J'écris pas mes discours mot à mot, mais ils sont pensés par l'écriture. On ne peut pas arriver sur une scène publique devant 2000 personnes et improviser sans avoir d'abord réfléchi, c'est-à-dire écrit. S'être donné le temps de le faire. Mais comment vous avez pris conscience de votre capacité de séduire, de convaincre,
par la parole comme vous l'avez fait. Vous savez, tant de gens l'ont dit que vous étiez sans doute l'un des meilleurs orateurs du Québec pendant de nombreuses années et sans doute encore. Bon, c'est arrivé tout à fait par hasard, comme la plupart des choses dans ma vie. Oui. C'est quand j'ai commencé à faire de la politique, c'était au mois de septembre 1960, et en avril 61, le RIN a tenu sa première assemblée publique au Jésus. Puis ils nous ont dit, Chaput et Bourgault, vous parlez. Et j'ai fait un discours, et à ce moment-là, j'écrivais mes discours. Je les ai écrits pendant 1 an. Et j'ai parlé, et ça a marché. Et il y a quelque chose d'amusant. Mon discours était écrit, mais moi, je venais du collège classique. Je venais de la grande rhétorique, je venais de chez Bossuet. Et mon discours était écrit de cette façon-là, avec des grandes périodes. Et je me suis aperçu très vite, c'était très, très, très beau. Hein? Mais c'était si beau que les gens n'osaient plus applaudir. N'osaient plus se laisser aller. Ils écoutaient ça comme quelque chose de complètement abstrait. Et très rapidement, mon style a changé. J'ai fait des phrases beaucoup plus courtes, beaucoup plus percutantes, quelque chose de plus moderne, finalement. Mais dès ce moment-là, on le savait. Ça a été écrit à la presse, dans la presse le lendemain, et c'était fait. Et j'aimais faire ça. Alors, ça s'est multiplié. J'ai fait jusqu'à 235 discours par année. Ça s'est multiplié, et toujours avec bonheur. Et de plus, au moment où je me suis aperçu que ça fonctionnait et que j'avais du talent dans ce domaine-là, je me suis mis à travailler davantage. Et j'ai voulu en faire une œuvre d'art, plus que simplement un discours politique. J'ai travaillé sur l'œuvre. Sur l'œuvre, mais en cherchant la controverse. Presque toujours. Jamais. Jamais j'ai cherché la controverse. Elle est arrivée. Ou en la provoquant. Ben, elle est arrivée inévitablement. J'étais indépendantiste. Et 99,5 % de la population du Québec était contre. Ça fait de la controverse. Aujourd'hui, je suis moins controversé comme indépendantiste. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a 3 millions d'indépendantistes. Je veux dire, il y a beaucoup moins de gens qui sèment la controverse, qui m'imaginent dans la controverse. Je peux encore semer la controverse sur certains sujets. Mais c'est pour une raison très, très simple. Et ça fait partie d'une de mes qualités. Je suis l'homme des évidences. Je rappelle des évidences sans arrêt. Il n'y a rien de plus choquant et de plus controversé que l'évidence parce que les gens ne veulent pas les voir. Sur n'importe quel sujet, je rappelle l'évidence. Voici comme les choses sont et non pas comme vous les imaginez. Et ça sème la controverse. Diriez-vous que c'est le fil conducteur? Rappeler l'évidence, parce que j'allais vous dire, vous avez parlé beaucoup sur la politique, mais maintenant, depuis plusieurs années, vous parlez sur une foule de sujets, et j'essaie de voir quel est le fil conducteur de votre propos. Est-ce que c'est de rappeler l'évidence, comme vous dites? Non, ça, c'est la forme. C'est-à-dire, c'est dans la pratique, je rappelle des évidences, mais ce n'est pas le fil conducteur. Le fil conducteur, pour moi, il est très, très, très apparent tout au long de ma vie, aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie publique. C'est la lutte pour la justice. Pour moi, le combat indépendantiste, c'est une lutte pour la justice. Ce n'est pas une lutte pour la souveraineté abstraite d'un pays. Je considère que ce peuple-là est traité injustement, qu'il est dans une situation injuste et qu'il faut le sortir de cette situation injuste. Il faut nous en sortir. Et dans la vie privée, c'est la même chose. Ce qui me fait agir et réagir et ce qui me fait me battre, c'est toujours la présence d'injustice, la constatation qu'il y a des injustices. C'est ça le fil conducteur. On fait une courte pause et on revient après les manchettes. Maisonneuve à l'écoute ce soir de Pierre Bourgault. Pierre Bourgault, vous dites la conséquence, c'est de parler d'évidence ou de démontrer des évidences, mais il y a des écrits ou des paroles qui vous ont valu certaines critiques. Lorsque, par exemple, vous avez parlé des enfants d'attelés dans le cou, ça vous a valu des critiques de la part de femmes qui disaient « Est-ce que Pierre Bourgault veut nous ramener dans notre cuisine? » Oui, parce que les gens sautent aux conclusions. Des fois, ils ont raison, d'autres fois, ils n'ont pas raison. Mais ils ne veulent pas partir de la description de la réalité. Les gens ne veulent pas voir la réalité. Moi, j'ai dit et j'ai écrit « Nous fabriquons des orphelins à la douzaine ». Et j'ai rajouté, autrefois, on se plaignait que les pères n'étaient pas à la maison. Maintenant, il n'y a plus personne à la maison. Je dis, je pense que ça n'est pas la solution. Maintenant, essayons de voir s'il y a des solutions.
Mais à partir de l'évidence, si vous refusez de voir que nos enfants, ou une grande partie de nos enfants, sont laissés seuls à eux-mêmes et qui n'ont pas de parents véritablement, bien, il n'y a pas de solution à apporter, il n'y a rien à faire. Alors évidemment, rappeler une évidence comme ça choque certains militants, certaines militantes, mais ça rassure beaucoup de gens aussi, qui ont déjà constaté ces choses-là, mais dont personne ne parle. Alors très souvent, quand je rappelle une évidence, les gens disent « oui, c'est bien vrai, on n'y avait pas pensé ». Et je pense que c'est une attitude saine. Il faut d'abord voir quelle est la réalité si on veut essayer d'y trouver des solutions. Vous avez beaucoup parlé, mais aussi vous avez bien parlé. D'où vous vient ce désir de la qualité de la langue parlée? Parce que c'est en quelque sorte pour ça qu'on vous a remis le prix Georges-Émile Lapalme, pour votre rapport à la qualité de la langue française. D'où vient ce désir profond? C'est même pas un désir profond, c'est simplement de la conscience professionnelle. J'ai toujours dit, et je répète encore aujourd'hui, moi je suis très tolérant envers les gens qui ne parlent pas bien. Je sais que nous avons une histoire difficile de ce point de vue-là, et les conséquences sont là. Par contre, je suis intraitable pour ceux qui font métier de parler et d'écrire. Nous sommes tous intraitables envers le chirurgien qui doit nous ouvrir le cerveau pour nous opérer. Mais nous n'exigeons à peu près rien de ceux qui parlent et de ceux qui écrivent. Et c'est pourquoi ils continuent à parler et à écrire n'importe comment. Et ceux qui parlent et qui écrivent n'ont très souvent aucune conscience professionnelle de ce point de vue-là. Quand on parle, il n'y a qu'un instrument dont nous nous servons, c'est la langue. Cette langue doit être la plus parfaite possible. Je sais, j'en fais plein des fautes, moi aussi. Mais pour moi, c'est l'instrument de mon travail. Pour écrire, c'est la même chose. C'est toujours une question de langue. Je ne comprends pas qu'un professionnel veuille se servir du pire des instruments, veuille ne pas se donner le meilleur des instruments. Le menuisier, il veut le meilleur marteau, la meilleure aiguine. Comment se fait-il que les gens qui parlent et qui écrivent ne veulent pas les meilleurs instruments pour exercer leur métier? Ça me dépasse. Et c'est à partir de ce point de vue-là que j'ai toujours essayé d'améliorer la qualité. Mais dans ces professionnels, vous englobez le monde de l'enseignement. Le monde de l'enseignement, les journalistes, oui, tous ceux qui font le métier de parler et d'écrire. Dans les écoles, il y a des choses épouvantables, jusqu'à l'université. Des profs qui ne savent pas parler. Et il y a pire, parce que ça, on peut toujours essayer de le comprendre. Il y a ceux qui refusent de le faire. Et ça, on l'a dans tous les métiers de communication. Des gens qui refusent de parler correctement en disant « On n'est pas des Français, nous autres, on parle comme ça. » J'entendais une auteure de téléroman dernièrement qui disait « Ben, on est en 1997, je parle pas comme ma mère. » J'avais envie de lui répondre « Tu devrais parler comme ta mère, ma petite fille, parce que ces personnages à la télé parlent comme elle, hein? C'est-à-dire mal. » Et on retrouve des profs, hein? Même des profs qui enseignent le français, qui s'efforcent de parler le plus mal possible, sous prétexte d'être près des élèves, sous prétexte qu'on n'est pas des Français, sous n'importe quel prétexte. Mais ce sont presque toujours des prétextes, parce que je vais vous dire une chose. Quand ces profs-là parlent mal, quand ces profs-là enseignent mal, c'est qu'ils sont des ignorants. Ils ne savent pas parler, ils ne connaissent pas leur matière. Alors, comment justifier qu'ils occupent un tel poste? C'est en justifiant leur attitude d'ignorance. En disant, par exemple, on ne peut pas enseigner Camus, on ne peut pas enseigner Shakespeare, on ne peut pas enseigner Malraux. C'est trop loin des élèves. C'est ridicule d'abord, mais pourquoi justifie-t-il cette attitude? Parce qu'ils n'ont pas lu Camus, puis ils n'ont pas lu Shakespeare, puis ils n'ont pas lu... Ben là, ils ne savent pas que ça existe. Mais ils ont eu des maîtres, ces enseignants-là. Très peu. Vous enseignez... Ils ne sont pas passés par le collège classique. Vous enseignez à l'université. Vous formez de futurs communicateurs, des gens qui vont aller dans la communication. Donc, est-ce que vous êtes parti au problème ou à la solution? Je suis parti à la solution, mais
c'est loin d'être parfait parce qu'on ne réussit pas tout ce qu'on voudrait. Moi, quand j'enseigne la communication orale, je me tue à essayer de les faire parler français. Et j'y réussis presque toujours, avec presque tout le monde, plus maintenant qu'autrefois. Il y a 15 ans, il y avait la moitié de la classe qui voulait parler français, l'autre moitié voulait parler joual. C'était la guerre. Aujourd'hui, on n'a plus cette guerre-là. Tout le monde veut parler français. Mais ils parlent français en classe. Aussitôt qu'ils sortent dans le corridor, ils se mettent à parler n'importe comment. Et ça, j'y peux pas grand-chose. C'est parce que c'est toute la société qui permet ça. Toute la société veut ça. Hein? Parce que quelqu'un qui s'exprime correctement, dans beaucoup de milieux, c'est mal vu, y compris dans des milieux intellectuels. Parce qu'il y a ces autres gens qui parlent une langue très correcte, souvent très solide, d'une grande qualité. Mais quel est leur discours? Il faut parler québécois. Il faut écrire n'importe comment. Il y en a beaucoup qui font ce discours-là. Mais eux ne parlent jamais comme ils disent qu'il faudrait parler et n'écrivent jamais comme ils disent qu'il faudrait écrire. Ça, je trouve ça encore plus criminel. Des intellectuels qui, au lieu de prôner la qualité, une qualité qu'ils ont acquise eux et dont ils profitent eux, essaient d'entraîner les gens sur l'autre pente en disant « restez dans votre merde ». Vous parlez très bien le français. Vous avez voulu un excellent français dans vos écrits, dans vos discours. Je parle bien anglais aussi. C'est ce que j'allais dire. Vous n'avez pas renoncé à l'anglais pour autant. Et on sait que des gens, sous le prétexte de protéger la langue française, veulent renoncer à l'anglais, ce qui n'est pas votre cas. Bon, mais ce n'est pas un mouvement que j'ai vu très souvent. Il y a peut-être eu la période 70 où les jeunes, surtout, à un moment donné, on n'apprend pas l'anglais. Mais ça, c'était très marginal, ça n'a pas duré longtemps. Ça, je n'ai jamais été témoin d'un refus systématique. Mais on refusait de l'enseigner, par exemple, dès le primaire. Il y a eu des courants de pensée. Ça, c'est pas réglé encore. Moi, je reste ambivalent sur cette affaire-là. Moi, je suis certain que dans une situation normale, il vaut mieux enseigner 14 langues aux enfants en même temps, en partant, le plus possible. Dans une situation normale, nous ne sommes pas dans une situation normale. Elle est plus normale qu'elle l'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, le Québec était un pays anglais. Montréal, c'est une ville anglaise. Le français n'existait pas. Il n'existait qu'à la maison. On ne s'en servait pas pour gagner sa vie et dépenser son argent. Le français n'avait pas d'utilité. Alors, il était évident, dans une situation comme ça, enseigner la langue seconde dominante à des enfants très jeunes, qu'elle allait prendre très rapidement la place sur la langue première qui n'avait aucune utilité. C'était presque criminel de vouloir faire ça. Aujourd'hui, le français, au Québec, est dans une situation de sécurité beaucoup plus importante. Donc, il y a eu une amélioration de ce côté-là. Bien sûr. Ça n'est pas parfait, mais aujourd'hui, nos enfants vivent dans une société française où il y a de la télévision en français, du cinéma en français, des chansons en français, enfin, tout ce qu'on voudra, des affiches en français. Nous vivons dans une situation française, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans. Donc, je me dis, pourquoi pas enseigner l'anglais très jeune? Peut-être que nous sommes assez forts maintenant pour pouvoir faire ce pas-là. Parce que je suis persuadé que dans une situation normale, les enfants apprennent très rapidement d'autres langues et qu'il vaut mieux les apprendre jeunes. Vous écrivez plus maintenant que vous. Avant, vous avez eu la période des discours. Vous avez maintenant la période des écrits. Mais j'ai toujours beaucoup écrit au moment où je faisais des discours. Mais vous écrivez, et votre dernier recueil, je dirais, de vos textes de polémistes, c'est des écrits d'un homme en colère. Est-ce que vous l'êtes toujours, en colère? Oui, je le suis encore plus que je pense que je l'étais quand j'étais plus jeune. Ça paraît beaucoup moins aujourd'hui parce que je suis moins enragé. À cette époque-là, j'étais plutôt enragé, alors la colère sortait par tous les pores de la peau constamment, presque 24 heures par jour. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne suis pas un homme enragé, je suis un homme calme, bien dans sa peau et tout ça. Mais je suis habité par la colère parce que l'injustice n'est pas disparue. Elle existe partout autour de nous, elle existe partout dans le monde. Et la bêtise continue d'être florissante. Alors oui, ça me met en colère constamment. Je pensais que ça disparaîtrait avec l'âge, mais non. Je pense même que ça augmente. Diriez-vous que la jeunesse actuelle n'est pas assez en colère ou qu'elle n'exprime pas assez sa colère? Je ne dirais pas ça comme ça. La jeunesse est dans une... Enfin, je dis les jeunes. Là, on va généraliser, j'aime pas beaucoup se faire, mais je le vois à l'université. En tout cas, je pense que c'est une majorité de jeunes
qui sont dans cette espèce de mouvement de relativisme qui m'énerve au plus haut point. Tout se vaut. Toutes les opinions se valent. Tu peux bien dire ce que tu voudras, ça ne me fera pas changer d'opinion. Mon opinion vaut la tienne. Ce qui, évidemment, est complètement faux. Il y a des opinions valables, puis d'autres qui ne sont pas. Une opinion basée sur le préjugé, sur l'ignorance, ça ne vaut rien, il faut pouvoir le dire, ça ne vaut rien pour telle raison. Mais les jeunes ont cette espèce d'insensibilité à la différence. On dirait qu'ils veulent être tous pareils. Et ils s'en vont tous au même endroit. Ils cherchent tous la job. Et leur esprit critique est très émoussé, s'ils ne l'ont jamais eu. Ça, c'est généralisé. Alors évidemment, quand on n'a pas d'esprit critique ou qu'on l'exerce peu, on ne peut pas être en colère beaucoup. D'autre part, c'est que contrairement à ce que la plupart des gens imaginent, je vais encore rappeler une évidence, les jeunes sont bien. Nous étions relativement bien quand nous étions jeunes, mais nous ne le savions pas. Parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication que nous avons maintenant. Les jeunes regardent la télévision depuis leur naissance. Ils ont vu défiler sous leurs yeux toutes les horreurs de l'univers. Et se retrouvent au Québec aujourd'hui en se disant « Ben oui, je ne sais pas si je vais avoir un job, ben oui, mon prêt bourse n'est pas rentré. » Puis là, ils allument la télé, puis ils s'aperçoivent que c'est le paradis ici. Malgré les difficultés, malgré les pannes d'électricité, ça reste le paradis. Puis là, ils se disent, on va-tu faire la révolution pour si peu? Puis moi, je suis loin de les blâmer. J'ai toujours dit qu'il faut faire la révolution quand elle est nécessaire. Mais faire la révolution quand on n'en a pas besoin, c'est ridicule. Alors je pense que ça explique aussi cette absence de colère. En partie, en tout cas. On fait une courte pause et on revient immédiatement après. Maison Nouvelle Écoute de Pierre Bourgault. Pierre Bourgault, vous avez parlé d'une certaine aisance que vous connaissez maintenant. Ça ne vous enlève pas votre colère. Est-ce que le fait d'être devenu prof à l'université il y a quelques années, ça vous a donné une plus grande liberté? Ah oui, oui. Ça ne m'a pas donné une plus grande liberté, ça m'a permis de l'assumer plus facilement. Parce que dans les moments difficiles, j'assumais cette liberté-là, mais c'était très difficile de le faire. J'avais la difficulté à survivre. Alors, quand on a de la difficulté à survivre, on peut bien être libre tant qu'on voudra. C'est extrêmement difficile de le rester. On ne sait jamais ce qui va arriver le lendemain. Et puis, à cette époque-là aussi, ma liberté, justement, m'empêchait de pouvoir travailler parce que personne ne voulait me donner du travail parce que j'exerçais ma liberté de dire ce que je pensais. Au moment où je suis entré à l'université en 1976, d'abord, j'ai acquis une certaine sécurité matérielle, ce que je ne connaissais pas. Et dans un poste aussi où la liberté est permise, parce que ce n'est pas tous les jobs qui permettent ça. Mais la liberté académique, ça existe et on a le droit de parler quand on est professeur. On a le droit de continuer de penser quand on est professeur. Mais c'est surtout cette sécurité matérielle qui a changé ma vie. Ma liberté est devenue, dès ce moment-là, beaucoup plus facile à assumer et à exercer. De plus, depuis ce temps-là, ça fait maintenant 22 ans, j'ai vieilli. Le Québec a vieilli avec moi et les gens se sont habitués à me voir exercer cette liberté-là. Et ils s'attendent à ce que je l'exerce, ce qui n'était pas le cas autrefois. Quand j'exerçais ma liberté de parole autrefois, ça choquait beaucoup les gens. Aujourd'hui, si je ne l'exerce pas, ça déçoit les gens. Ils s'attendent à ce que je dise les choses telles que je les pense. Et de la façon qu'ils les pensent aussi souvent, mais ne savent pas le dire. Alors, aujourd'hui, c'est extrêmement confortable. Mais est-ce que c'est trop confortable? Non. Non, parce que ça ne donnait rien de s'imaginer que la création, quelle qu'elle soit, ou la liberté, quelle qu'elle soit, puisse mieux s'exercer dans la misère et les contraintes de toutes sortes. Il faut certaines contraintes. Je vous donne un exemple. Moi, j'écris dans le Journal de Montréal, c'est 2 feuillets et demi. Si je vais plus loin, il coupe.
Ça, j'adore ces contraintes-là, c'est-à-dire des contraintes de cadre, mais à l'intérieur du cadre, il faut avoir toute liberté. La contrainte du cadre nous force à aller à l'essentiel. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de contraintes-là. Mais il y a des contraintes qui tuent. Si j'étais dans mon appartement aujourd'hui, pas chauffé, ne sachant pas si je vais manger ce soir, je ne serais pas là en train de vous accorder une entrevue, ça c'est certain. Et je ne continuerai pas, c'est absolument certain, à dire tout ce que je pense quand je le pense. Vous avez été malade. Vous avez eu une Je n'ai pas été intervention. malade, c'est arrivé, c'est juste une petite chose. On vous a donné un second souffle, je dirais, que certains disent que vous gaspillez à certains moments donnés à fumer. Est-ce que ça a changé votre vie, ce second souffle ou cette période-là? Oui, ça a changé ma vie un peu parce que, comme je vous disais, je n'ai pas été malade. On sait que j'ai été opéré de double pontage, Oui. mais je n'étais pas malade. Dans les quelques derniers mois avant l'opération, j'étais pas malade, mais j'étais mal à l'aise. C'est-à-dire que la respiration se fait difficilement et tout effort devient difficile. On n'est pas malade. Enfin, moi, je n'étais pas malade. Bon. Et au moment où l'opération se fait, on est malade pendant 5 ou 6 jours. Après ça, ça fait mal longtemps. Mais je dis, on n'est pas malade. Donc, je n'ai pas été vraiment malade. Mais cette opération-là m'a donné du souffle. C'est ça que ça fait, cette opération-là. Et ça, c'est extraordinaire, parce que quand on s'aperçoit au bout d'un mois qu'on peut se remettre à courir ou monter l'escalier à 4 à 4, ça, c'est fantastique. Oui, ça change la vie. Sauf que je ne le ferai plus jamais. Jamais je recommencerai une expérience aussi effrayante. C'est quelque chose d'épouvantable, juste à y penser. On vous ouvre le thorax à la chainsaw. Tu sais. Bon, non, ça, non. Une fois, c'est assez dans une vie. Remarquez que je suis peut-être assez chanceux parce que moi, je suis passé dans les derniers, hein, ceux qui vont subir ce genre d'opération à cœur ouvert, parce que toutes les nouvelles techniques vont permettre très bientôt de ne plus avoir à procéder de cette façon-là. Donc, si ça revient une deuxième fois, bon, la cigarette, là, réglons ça une fois pour toutes. Je vais fumer jusqu'à ma mort. J'aime fumer. J'aime le goût du tabac. Hein? Et je ne vois pas pourquoi je ne fumerais pas. Je ne vois aucune raison de ne pas fumer. Mais cette expérience de vie, est-ce que ça vous a amené à voir les choses différemment, à vous presser un peu plus Non. pour certaines choses? Ah, sûrement pas. Ça, j'ai toujours été contre. Je trouve ridicule les gens qui disent « Ah, il faut que j'écrive 12 livres là, parce que la vie s'achève, il ne me reste pas beaucoup de temps. » Ou alors j'en vois là, qui font de la télévision, 72, 75 ans. Ils travaillent comme des fous là, parce qu'ils ont peur de mourir et puis il faut tout faire avant. Puis ils disent « Ah, s'il fallait que je meure, j'ai tellement de choses à faire encore. » Pas moi. J'ai plus rien à faire, moi. Rien, 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 rien. Je suis extrêmement bien dans ma vie. Je n'ai pas de besoin. Je n'ai presque plus de désir. Et ce que je n'aurais pas fait, je ne l'aurais pas fait. Ça me fera pas mal après. Moi, je m'en fous totalement. Et comme je ne travaille pas pour la postérité en plus, je m'en fous. Alors, quand vous écrivez, quand vous publiez, vous le faites pour qui? Pour les gens, pour moi d'abord. Oui. Parce que c'est un bel exutoire, ça fait du bien quand on est en colère. Mais deuxièmement, parce que je suis un prof. J'essaie de dire aux gens, voici ce que je pense, trouvez-vous que ça a du bon sens, puis qu'on en discute. C'est ça pour moi l'exercice, ça a toujours été ça. Mais laisser une œuvre... Mais vous avez été tenté par la fiction. Vous avez... Ben non, mais quand on écrit, on peut être tenté par la fiction. Ça ne veut pas dire qu'on va en faire, j'en ai pas fait. Ben, vous avez fait quelques textes, vous avez fait quelques essais de ce côté-là. Ben oui, j'ai écrit des premiers chapitres de romans, mais c'est tout, c'est jamais allé plus loin. Mais ça, c'est... Je pourrais peut-être le faire, mais je suis trop paresseux pour faire ça. Parce que ça, un roman, c'est quelque chose de complètement abstrait, qui en principe n'a aucune utilité. Moi, j'ai l'impression, quand j'écris dans le Journal de Montréal, d'avoir une certaine utilité et de discuter de choses qui intéressent les gens. Écrire un roman, c'est autre chose. Est-ce que Zola, ça peut être extrêmement intéressant. Mais est-ce que Zola, c'est inutile ce qu'il a écrit? Est-ce que oui, complètement. Victor Hugo, c'est inutile ce Ces romans, c'est complètement inutile. Ça ne convainc personne de rien. Ça ne change pas les choses. Il y a des romans qui changent les choses. Oui. Il y a des romans
à thèse, même si on ne sent pas la thèse tout le temps, qui change les choses. Germinal, bien sûr. Germinal bien sûr. a certainement changé des choses. Je ne sais pas si elle a aidé à changer les choses, sauf que Germinal a aidé à nommer les choses et à nommer une réalité, ce qui, par la suite, permet de la changer. Comme j'ai toujours dit, il a rappelé des évidences. Dans ce sens-là, oui. Mais moi, je n'aurais pas ce talent-là. Ce talent-là, je l'ai dans l'essai, dans l'écriture journalistique. Dans le roman, moi, ce que j'ai commencé, en tout cas 7 ou 8 fois, c'est beaucoup plus inutile que ça. C'est le plaisir de n'avoir aucune contrainte et de ne pas être écrasé par la réalité. On a besoin de 2000 personnes qui se noient. On écrit 2000 personnes viennent de se noyer. C'est merveilleux. C'est le contraire du cinéma, tu comprends? Cinéma où chaque fois qu'on bouge, ça coûte terriblement cher. Écrire un roman. Jules Verne est allé à la Lune, sous les mers, partout. C'est ça, écrire un Que roman. fera-t-on de tous vos romans en préparation? Que Rien ferez-vous? du tout. Rien du tout. Ça va rester là. Pierre Bourgault, une dernière question. Si je vous demandais quel était votre plus beau discours dans votre vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y en a eu beaucoup de beaux, beaucoup de moyens. Il n'y en a jamais eu de mauvais, je pense. Mais il y en a un que je viens de faire à la réception du Prix du Québec que j'aime beaucoup. Il est très court, c'est 2 minutes. C'est très, très court. Mais j'ai mis 3 jours à le préparer, à prendre des notes, à essayer de savoir ce que je voulais dire. Et c'est une circonstance particulière. On ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Et il est sorti tout d'un coup la veille, en 1 demi-heure, je l'ai écrit à la main. Et sans aucune rature, sans aucune correction, c'était ça. Et je pense que c'est un maudit bon discours. Pierre Bourgault, merci.